Bienvenue sur Pluton Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On a le plaisir de recevoir Luigi Pizzino. Luigi, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Luigi, bienvenue. Et avant de commencer, un petit message pour vous qui nous regardez. On vous demande simplement de nous aider et de contribuer à notre mission qui est d'inspirer à travers le contenu qu'on crée. Ça nous permettra de grandir, d'avoir toujours plus d'invités intéressants les uns que les autres et puis de vous apporter toujours un contenu plus intéressant. Donc, merci encore pour votre soutien. Et on va commencer tout de suite, Luigi, avec notre première question qui est, qu'est-ce que le mot inspiré signifie pour toi? Le mot inspiré, c'est intéressant. C'est un mot qui me plaît parce que je pense qu'aujourd'hui, surtout quand on travaille dans des domaines où on a de la passion, où on effectue quelque chose avec passion, on aime pouvoir prendre des exemples sur des personnes auxquelles on s'identifie. Donc, je le définirais un petit peu comme ça. C'est de pouvoir s'identifier à des gens ou à des parties de certaines personnes dans leur personnalité pour s'en inspirer et puis le réutiliser ou en tout cas le prendre comme exemple pour nous. C'est comme ça que je le définirais personnellement. En quoi est-ce que toi, tu voudrais inspirer les gens sur la base de ton histoire et de ton parcours? Ouh là là, ça c'est une grande question. Il faudrait être dans l'autre sens pour y répondre. Spontanément, comme ça, ce que je répondrais, c'est par la passion et l'investissement que je peux mettre dans ce que je fais et dans le football. Je pense que ouais, la passion et l'envie toujours de vivre avec au centre de tout ça le ballon et pas l'aspect personnel, pas l'ego, pas les émotions, mais vraiment ce que représente le ballon en fait, la passion. On sent que ça va être intéressant déjà par rapport à ce que tu peux nous apporter. On se réjouit de découvrir moins plus sur toi. Et pour commencer, on va s'intéresser à ton parcours dans le football en tant que joueur. Aujourd'hui, on sait que bah, tu es entraîneur d'équipe suisse moins de 17 et on aimerait comprendre comment toi tu es arrivé là. Donc on retourne à la base. Euh, on voulait savoir quel genre de joueur tu étais bah, footballistiquement et mentalement. Alors, footballistiquement, j'étais un joueur qui a grandi dans la rue, donc un joueur de quartier, c'est-à-dire que j'étais capable de faire toutes les positions sur un terrain parce que j'étais habitué à jouer régulièrement dehors. Je l'ai fait d'ailleurs jusqu'à très tard, malgré le fait que je jouais déjà à des niveaux plutôt intéressants, ce qui m'a ouvert beaucoup de possibilités sur le terrain. Mais plus précisément, j'étais un joueur qui, au final, s'est orienté dans une position un peu de milieu de terrain. J'aimais construire le jeu, j'aimais participer à la construction du jeu. J'étais un joueur plutôt avec une bonne technique et une bonne vision de jeu. Et j'étais un joueur aussi qui aimait beaucoup les duels et le travail, en fait. Donc, je correspondais bien un petit peu à ce profil de numéro 6 numéro 8 en tout cas au milieu de terrain. Donc, c'était surtout ça. Mais j'étais un joueur, je dirais, un joueur d'équipe. En off, tu nous disais que tu avais toujours besoin de comprendre ce que tu faisais à l'entraînement. Euh, Pourquoi? Est-ce que ça vient de ton envie d'entraîner ou ça a déclenché aussi ton envie d'entraîner par la suite? Alors, je pense qu'il y a un lien, mais j'ai envie de dire que j'ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi je faisais quelque chose parce que, ben voilà, de nouveau, j'ai toujours été quelqu'un de très passionné et j'ai besoin que ce que je fais sur un terrain de foot soit utile ou en tout cas d'avoir l'impression de comprendre quel est l'objectif de ce que je vais mettre en place. Alors, on peut pas toujours tout comprendre, les gens vont pas toujours tout expliquer, mais personnellement, j'étais plutôt, je pouvais parfois être un petit peu lourd, on va utiliser ce terme-là avec les staffs avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais joueur, parce que j'avais besoin justement de savoir pourquoi je faisais quelque chose, de comprendre. Mais plus je le comprenais, plus pour moi c'était important pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont été capables un petit peu de m'aiguiller là-dedans, de pouvoir me répondre, je pense que ça s'est toujours super bien passé, parce que j'étais un gros soutien, je pense. Une fois que j'avais compris les choses, je pouvais aussi le transmettre aux gens autour de moi. C'était pas personnel, c'était vraiment pour dans l'objectif de performer en fait sur le terrain. Et à quel moment tu as su que tu voulais devenir entraîneur? Est-ce que toi, déjà, tu es aussi passé par la case, ben, quand on est joueur, on a tous le rêve de devenir footballeur professionnel, ou bien toi, rapidement, tu t'es dit, non, moi, ce que je préfère et où je me vois, c'est plutôt entraîneur. Non, alors l'entraîneur, c'est venu, j'ai envie de dire, sur le tard. Sur le tard, pour une carrière de joueur, j'ai pas commencé à 20 ans à dire que je voulais devenir entraîneur. C'est quelque chose qui est venu. J'ai malheureusement dû très vite couper, enfin trop tôt, couper ma carrière entre guillemets de footballeur pour des problèmes de genoux, des problèmes physiques. Et bah, de nouveau, je suis un passionné, j'avais besoin de rester dans le foot.
Et j'ai eu des possibilités de pouvoir accompagner des gens, accompagner des joueurs, d'être dans un staff en étant entraîneur adjoint joueur. Et c'est ce qui a un petit peu chez moi déclenché vraiment euh, cet intérêt pour ce rôle. Et puis, les premières expériences, en fait, où j'ai eu des opportunités, j'ai dit, bon, on va tester. Et puis là, bah, j'avoue que j'y ai pris mon pied. Et puis, ça s'est plutôt bien passé, ce qui contribue aussi à dire, tiens, bah, ça devient intéressant. Et puis, c'est un peu l'appétit qui vient en mangeant. Quand j'ai commencé, je me suis jamais dit, tiens, bah, j'en aspire à en faire mon métier. C'était vraiment entraîné. Et puis, bah, voilà, on voit comme ça vient. Un peu comme j'ai toujours fonctionné avec passion, sans trop se poser de questions. Et puis, au fur et à mesure, bah, ouais, il y a eu de l'intérêt, des bons résultats, du bon fonctionnement. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir en être arrivé là avec ce chemin. On allait justement, on va te poser la question, parce qu'on sait donc tu as fini ta carrière de joueur, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, mais en juin 2016 et juillet 2016, tu commences directement une expérience en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est correct? C'est juste, c'est juste. Alors en fait, c'était même encore un peu avant parce que, en gros, il y a pendant les dernières années, je jouais avec des potes et je pouvais quasiment plus jouer. Donc, on va dire que j'étais là quand je pouvais être là et je commençais déjà un petit peu à avoir ce rôle dans un staff où j'accompagnais les joueurs qui étaient autour de moi. Et ouais, ça s'est fait pas si radicalement que ça s'est fait vraiment peu à peu sur les dernières années de pratique, mais où là, j'avais déjà décroché, on va dire, avec le football d'un certain niveau. Donc tu t'es préparé, on va dire, petit à petit à devenir entraîneur. On va dire, c'est pas j'ai fini ma carrière de joueur et tout de suite je commence. Non, alors non, c'est pas ça. En fait, j'ai même dû un peu encaisser le coup, hein. Au final, je suis un joueur qui a fait une formation dans l'élite au Servette. J'aspirais à devenir professionnel. J'ai touché au monde professionnel. J'ai malheureusement pas fait la carrière que j'aurais voulu faire. J'ai aussi fait des choix personnels qui font qu'après, je suis passé à un niveau semi-pro, on appellera ça comme ça, ou semi-amateur, où je travaillais en parallèle. Et donc, il a quand même fallu faire aussi à un moment donné le deuil du joueur de foot, où on dit, OK, on accepte de plus pouvoir jouer, pas seulement par choix, mais aussi par une limite physique, en fait. Et ce qui n'est pas la même chose. Donc, il a fallu accepter que je ne pouvais pas. J'ai déjà forcé pas mal d'années. Euh, on va dire que j'ai déjà trop joué par rapport à ce que mon corps me le permettait. Donc, Mm. il a fallu encaisser ça. Et puis, suite à ça, c'était vraiment le côté passionnel qui m'a fait continuer, puis tester, en fait, un petit peu de nouvelles choses. À quel point c'est compliqué de commencer tout de suite par une ligue de ce niveau où tu as la pression du résultat par rapport à des équipes plus jeunes pour commencer, où il Euh, est moins essentiel ouais, d'avoir des alors, résultats. alors c'est assez intéressant parce que je pense que au choix, si je dois refaire, je recommencerai la même chose. Je préfère commencer avec cette pression-là et directement avec une attente de résultat, quelque chose de concret, parce que ça allait avec ma personnalité de compétiteur et d'envie un petit peu de se tester et puis de faire face à des challenges qui ne soient pas entre guillemets simples. Non pas que ce soit simple d'entraîner des enfants de 10 ans, au contraire, hein, il faut beaucoup de qualité et ça demande beaucoup de compétences, mais j'avais besoin de cette compétitivité et de cette compétition. Et le club dans lequel j'ai démarré, il répondait très, très bien, de par le contexte qui était totalement atypique dans le club avec lequel j'ai commencé. On sent en toi ce côté humain si important, qui aujourd'hui est si important dans le football et souligné d'ailleurs, pas que dans le football, j'ai envie, je trouve aussi intéressant de faire des liens avec d'autres industries, d'autres performances, si on peut dire ça comme ça. Euh, une question qui nous intrigue avec Guillaume, c'est de comprendre où et comment est-ce que tu as façonné cet esprit. Je pense depuis le début de notre discussion, déjà, tu as mentionné des choses super intéressantes. Tu as dit, pour toi, c'était toujours le ballon avant l'ego, que tu es très passionné. On sent une certaine intensité que as l'air d'avoir. Euh, Tu as mentionné le fait d'avoir ce rôle d'accompagner les joueurs, ce qui me semble indiquer que tu dois aimer justement ce rôle d'accompagner quelqu'un. Tu as parlé aussi de ton esprit de compétition. euh, et avant, tu as dit aussi, c'est pas personnel, c'est un objectif de performer. Et ça me fait penser, j'aime bien lire, et encore une fois, je pense que c'est intéressant de prendre des exemples en dehors du football aussi. Mais je lisais un livre qui s'appelle Good to Great de Jim Collins, qui expliquait une théorie ils font des recherches par rapport à des entreprises, des compagnies aux États-Unis qui ont très bien réussi et qu'est-ce que les leaders de ces entreprises avaient comme qualité, si on veut, et comme défaut. Et ils parlent du Level 5 leadership. Et très simplement dit, ils disent,
que ce sont des gens qui ont une très grande humilité, mais une très grande fierté dans la performance. Et c'est ce que je sens en t'écoutant. Tu as l'air très humble, tu l'as dit très spontanément, le ballon avant l'ego. J'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire ça avant dans ma vie, sincèrement. Mais en même temps, cet esprit de compétiteur, cette fierté quelque part de performer et de réussir. Donc, après tout ce que je viens d'expliquer, où et comment est-ce que tu as façonné cet esprit et cette personnalité qui est Luigi aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que si on va chercher un petit peu plus loin, de nouveau, je suis quelqu'un qui a toujours vécu, joué au foot dehors. J'ai grandi dans un quartier très populaire à Genève. J'ai passé mon temps, ma vie dehors avec, à jouer avec un ballon, à traîner avec beaucoup de monde. Et il y a cet aspect un petit peu de groupe, cet aspect un petit peu d'entraide, cet aspect un petit peu de passion, où on est livré un peu à soi-même avec un ballon qu'il faut se débrouiller avec. Je pense que cet aspect un petit peu de rue, en fait, a façonné cet esprit de compétition et de devoir se faire sa place euh, par la performance, par l'état d'esprit. Et je dirais que oui, c'est principalement ça qui m'a façonné. Après, à nouveau, je pense que ça correspond un petit peu aussi à des caractéristiques personnelles. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser et jouer un rôle par rapport à ce qu'on veut dégager ou ce qu'on est comme entraîneur. Je pense qu'on peut de temps en temps, il faut savoir mettre d'autres casquettes et puis effectuer un petit peu peut-être dans d'autres registres certaines choses. Mais je pense qu'on ne peut pas être autrement que ce qu'on est, en tout cas pas sur le long terme. Et au final, de nouveau, ça m'a fait faire des erreurs aussi dans ma vie, cette passion du ballon. Ça m'a fait faire des choix qui n'étaient peut-être pas ceux qu'auraient fait d'autres qui ont pu évoluer mieux que moi en tant que joueur. Mais au final, c'est comme ça que moi je le vivais et j'ai toujours fait les choses en les vivant à 100%. Euh, Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pour ma part, j'aime me tenir un petit peu à comme j'ai toujours fonctionné parce qu'à la fin, ben, au moins, j'ai pas de regrets. C'est surtout ça. Moi, je sais pas Et si je réponds à ta question, mais c'est difficile d'y répondre plus précisément. Non, moi, je trouve que c'est une réponse de Jason. Est-ce que cette réponse te convient? Non, elle me convient absolument pas. Non, non, c'est très intéressant et j'aime bien ta. Bon, déjà, il faut quand même reconnaître la grandeur de la question, enfin la difficulté, pas la grandeur, mais la difficulté de la question parce que c'est assez profond, personnel et c'est introspectif, donc c'est pas si facile pour personne, je pense. Mais je trouve intéressant que tu as terminé en disant c'est ta façon de pas avoir de regrets. Donc tu es très drivé quelque part par vivre pleinement qui tu es, selon ta philosophie. euh, et pas nécessairement donc prendre le chemin que d'autres prennent et plutôt affirmer vraiment qui tu es. Là où on peut avoir tendance à être influencé, j'en sais rien. On est toujours influencé à un certain degré, on s'entend. Mais ça donne l'impression que tu vas à chaque fois vouloir réaffirmer vraiment ce que tu ressens, ce qui est juste pour toi et donc qui va te permettre de ne pas avoir de regrets, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est important aussi là-dedans. Quand je dis que j'ai pas fait toujours tout juste, c'est aussi parce qu'à un moment donné, bah, je pense que il faut être capable d'avoir sa personnalité, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui peut être utile pour l'exploiter au mieux. Et parfois, bah, certains chemins que je n'ai peut-être pas pris auraient été des bons chemins pour mieux exploiter ma personnalité. Mais à la fin, de nouveau, ça c'est une question un petit peu de maturité, de sagesse. Et je pense que on continue toujours. Je suis de loin pas un expert là-dedans, donc je continue à évoluer avec ça. Je pense que ça se fait tout au long de la vie. Mais c'est clair que pour moi, il y a très clairement un- ouais, une envie de ne pas m'en vouloir, de vouloir vraiment être entier, mais simplement parce qu'en fait, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire semblant. Maintenant, de nouveau, je le répète, il faut être capable aussi de pouvoir au mieux exploiter son profil en utilisant aussi l'expérience des autres. Il faut profiter parfois de l'expérience des gens autour de nous. Et depuis quelques années, c'est clair, j'essaye d'y être un peu plus ouvert. C'était peut-être parfois aussi, de nouveau, encore une fois, peut-être une limite à un moment donné, mais je pense que c'est de trouver le juste milieu, mais surtout de rester, ouais, de rester soi-même en fait. Je profite de sauter sur ce que tu as dit et éventuellement de couper, Guillaume, si tu voulais rebondir. Mais je trouve que tu as mentionné un truc intéressant. Tu as dit il y avait peut-être d'autres chemins qui étaient utiles pour exploiter au mieux, disons, ta personnalité. Mais tu pas pris ces chemins-là. Alors c'est là que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un chemin que tu as refusé de prendre qui, selon toi, au jour d'aujourd'hui, avec du recul, t'aurait peut-être plus apporté ou tu aurais mieux exploité ceci?
dit comme ça ta personnalité? Alors, si je dois prendre un exemple, de nouveau, c'est un exemple, il peut y en avoir plusieurs, mais si je prends un exemple, il y a eu un moment donné dans mon parcours de footballeur où ça se passait pas comme je le voulais. J'étais professionnel à ce moment-là et puis j'avais d'autres opportunités d'aller dans des niveaux toujours professionnels, mais qui étaient un niveau qu'on va appeler un peu entre deux. Et en fait, pour moi, c'était soit je faisais tout à 100% et ça allait comme moi j'avais envie que ça aille, soit je passais à autre chose, je terminais mes études en parallèle du football ou j'étais plutôt noir ou blanc. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'être noir ou blanc, donc plutôt noir par rapport au foot. Et peut-être qu'en ayant été un peu gris ou un petit peu noir et un peu blanc en fonction des choix que je faisais, j'aurais pu atteindre aussi mes objectifs sur le tard, ou peut-être pas de la manière comme moi je les voulais, avec un chemin moins direct, on dira ça comme ça. Mais de nouveau, à ce moment-là, je le répète, j'assume totalement et je le vis très bien. C'est comme ça que je fonctionnais et c'est comme ça que je voulais fonctionner. Donc voilà, on va dire que j'ai respecté ma sensibilité et puis mon état d'esprit, mon état d'âme en fait. Ouais, je pense que ce qui est intéressant et à retenir de tout ce que tu dis, c'est ça au final, c'est que sur le moment, pour toi, c'était la décision à prendre, tu étais entier. Et c'est vrai qu'après, souvent, avec du recul, on pourrait se dire, ah, mais peut-être j'aurais dû faire ça ou j'ai pas fait juste. Mais en soi, je pense qu'il n'y a pas forcément de juste ou de faux. C'est, on prend une décision et puis, ben, soit ça va bien se passer ou soit peut-être ça va moins bien se passer, mais on va de toute façon apprendre quelque chose. Et ça va nous permettre de peut-être pas répéter cette même erreur qu'on a fait ou mais j'aime pas te dire il y a du juste ou du faux. J'ai l'impression qu'au fait, on apprend, tout simplement, tu sais. Et je pense, comme tu dis, le fait d'être entier, d'être honnête, juste d'être soi, fait que c'est juste. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que vraiment, c'est ça, en fait, ce que tu dis, c'est très juste et ça correspond très bien à la situation. Euh, En fait, c'est simplement de prendre une décision et de l'assumer. Enfin, pour moi, c'est le plus important. C'est que si je prends une décision, je Mhm. l'assume complètement, juste ou pas juste, peu importe, mais je l'assume parce qu'elle correspond à comme moi je suis et ce que je voulais faire. Donc, après, comme tu dis, on apprend des décisions. Je pense que qu'est-ce que le juste, c'est qu'est-ce que le faux. On peut aller plus loin aussi là-dedans, hein. Donc, aujourd'hui, en tout cas, toutes ces décisions font que je suis dans un chemin qui m'a été très utile et que je peux vraiment utiliser pour moi aujourd'hui en tant qu'entraîneur pour soit recommander ou conseiller les joueurs, soit aussi pour réfléchir autrement des expériences que j'ai pu vivre personnelles. Et je pense qu'elles font aussi qui tu es aujourd'hui, justement. Souvent, c'est ben, les expériences, les décisions qu'on prend qui font qui on est. Et donc, ben, je vais te demander, toi, vu qu'on parlait aussi de l'aspect humain, comment tu te définirais en trois mots? Qui est Luigi en trois mots? Luigi en 3 mots. Donc on est en général, hein, pas au niveau humain, tu dis. Et pas de stress si tu as besoin de quelques secondes. J'ai vu tout Encore de plus de suite, mais stress cette bon, réflexion. en Non, quelques encore plus de mots. stress cette réflexion. Donc en gros, je dois prendre mon temps, mais je dois pas être trop long, c'est ça. Bon, Non, écoute, t'as si tout je peux dit. répondre comme ça, ouais, j'ai bien compris. Donc si je dois dire en 3 mots, je dirais que je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un qui aime le contact humain. Je vais utiliser le terme peut-être agréable. Alors ça, c'est ce que moi je dis. Peut-être d'autres le disent pas, mais en tout cas, j'aime le contact humain. Et puis je dirais que je suis quelqu'un euh, qui aime les émotions, qui aime vivre des choses où on ressent des émotions. Wow. Émotions belles et moins belles, on peut dire. Voilà, exactement. Mais j'aime pouvoir prendre le risque ou euh, chercher à vivre des émotions positives. Et après, il y a tout ce qui va avec. Donc, Mhm. et j'aime pouvoir vivre des émotions. J'ai- je- en écrivant donc, nos documents avec les questions pour cette discussion, vient la prochaine question qui, je le souligne, c'est Guillaume qui l'a formulée, je la trouvais excellente. Hmm. Donc, un petit exercice pour toi, Luigi. Disons, disons que tu dois te présenter à un entretien, là maintenant, pour un poste dans un club ou en sélection. Comment tu te présentes? Quelles sont tes idées? Quelle est ta philosophie? Luigi Pizzino, c'est quel genre d'entraîneur? Euh, c'est bien, enfin, l'entretien en direct comme ça, ça commence à mon test. Écoute, je pense que déjà, si je dois me présenter, je me présenterai de deux façons différentes. Je présenterai moi en tant qu'entraîneur avec ma personnalité d'entraîneur, donc au sens littéral du terme, non pas d'entraîneur de football, mais d'entraîneur avec ma manière d'approcher les joueurs, le groupe de joueurs
et puis sur quoi je mets un accent et sur ce qui me passionne. Et ensuite, dans un deuxième temps, je développerai moi en tant qu'entraîneur de football avec mes idées football et ce que j'aspire ou ce que j'attends de mon équipe sur le terrain. Et c'est vraiment comme ça que je séparerais la définition. Et aujourd'hui, j'imagine que tu attends un peu de détails dans les deux aspects. Oui. Bon, je pense que ça suffit. On va y arriver Ok, gentiment, petit à ok, petit. ok. Je pensais que tu voulais encore ajouter un petit truc, mais Ah non, non, pas de souci. non. Non, c'est justement, c'était savoir. Ouais. Bon, la prochaine question, en effet, Guillaume, ça demande un peu plus de détails par rapport à ce que tu dis et on va y venir quand on va aborder toute la section par rapport au leadership, je pense, à ce détail ou un certain détail. Mais parmi les entraîneurs qui existent, qui ont existé, qui sont tes inspirations et pourquoi? Alors, inspiration, je dirais que alors, il y en a un qui me plaît spécialement, c'est sans pour autant sans pour autant connaître quelqu'un qui a travaillé avec ou avoir eu des échos, on va dire, des insides, c'est Ancelotti. Ancelotti, parce que pour moi, c'est une personne qui est. En fait, c'est simple, on n'a jamais entendu un joueur le critiquer, ou en tout cas très, très peu. Et c'est peut-être l'entraîneur qui a travaillé avec le plus de grands joueurs, de stars et d'ego dans le milieu. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on entend souvent si on lit ses livres, etc., hein, c'est un aspect humain très prononcé. Et au final, bah, ça me parle beaucoup parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne personnellement, la relation humaine. Et lui, là-dedans, il excelle en plus de ses compétences football. Et je pense que pour être capable d'être accepté et apprécié à un certain niveau, euh, la notion humaine, en fait, est essentielle. Et aujourd'hui, lui, c'est peut-être le meilleur exemple sur cet aspect-là. Mhm. J'allais tellement biaiser et je connais tellement rien et je suis tellement un gros fan là. Et j'allais dire et Mikel Arteta aussi, non? Alors, avec Arsenal, c'est encore un autre point de vue. Mais non, mais alors après, c'est clair. Ça, c'est pour l'aspect plutôt humain. Après, évidemment que tous les entraîneurs qui amènent aujourd'hui quelque chose de moderne dans le football, qui amènent une touche personnelle, sont pour moi des gros exemples. Là, je citais Ancelotti, mais évidemment qu'on peut citer Guardiola, mais ça semble être bateau de le citer. C'est comme quand on parle de Messi ou de Ronaldo. Ça semble être bateau, mais bien entendu que c'est une référence. On peut parler aussi, bah, comme tu disais, d'Arteta qui interprète aussi à sa manière. On parle aussi de Zerbi en ce moment. Des entraîneurs, on peut parler du Jürgen Klopp, on peut parler de tous ces entraîneurs qui ont amené quelque chose de particulier dans le football moderne. Et aujourd'hui, j'en ai pas un spécialement que je suis plus précisément, mais ouais, j'aime m'inspirer, c'est le mot dont on parlait au départ. J'aime m'inspirer en fait de ce qu'ils sont capables de faire et d'amener dans un football qui est déjà très pointu en termes de compétences. Donc, je trouve ça beau d'avoir des gens qui se démarquent encore avec des approches qui font réfléchir. Ça me donne envie spontanément de te poser la question suivante. Et bien entendu, je respecte le fait que il y a une certaine privacité autour de ça, donc à toi de répondre comme tu le sens, bien évidemment. Mais récemment, tu es allé visiter Brighton, n'est-ce pas? Tu Mhm. es allé au club avec certains de tes collègues qui travaillent en Suisse aussi. Est-ce que tu peux nous raconter une chose que tu as apprise de ce voyage là-bas? De ce voyage quelque part dans la capitale du football européen, j'ai presque envie de dire. Brighton, qui est en ce moment coaché par justement De Zerbi que tu viens de citer. Si je dois ressortir une chose de ce voyage qui, comme ça, me plaît spontanément de nouveau, peut-être je la ressors parce que c'est aussi relié un petit peu à mon côté un peu passionnel dans le football. Euh, je te dirais que c'est la force des convictions. Il y a des convictions qui sont incroyablement ancrées et présentes et auxquelles il y croit dur comme fer. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas juste une conviction qui n'est pas réfléchie, bien entendu, ce sont des convictions qui sont bien précises, bien détaillées, bien développées, mais il s'y tient parce qu'il y croit. Et en fait, on le sent rien que quand il échange, lorsqu'il explique ce qu'il met en place ou ce qu'il vit, on sent cette passion et en fait, par la passion, il transmet en fait ceci aux gens avec qui il en parle ou aux joueurs, bien entendu, dans son quotidien. Donc je dirais ouais, vraiment la force, le pouvoir des convictions en fait. Merci pour Ouais. le petit insight. Ouais.
Hmm. Maintenant, on va pouvoir parler d'une thématique qui nous tenait vraiment à cœur avec toi et puis ça fait partie vraiment aussi du rôle d'entraîneur. Je pense que c'est le leadership. C'est-à-dire créer une équipe qui gagne, qui fonctionne, la gestion d'un groupe, des égos. Tu as parlé d'Ancelotti avant. La communication, l'importance de la communication entre le joueur, entraîneur. Euh, et on avait repris un peu ton parcours d'entraîneur. Donc tu nous as expliqué avec beaucoup d'humilité et tu nous avais aussi un peu parlé du facteur chance. Mais c'est vrai que depuis tes débuts en tant qu'entraîneur, si j'ose le dire, tu gagnes partout ou et quasiment tout le temps. Ça veut dire que tu as commencé, donc là j'avais 2018-2019, tu étais champion de première ligue avec Carouge. En 2020-2021, tu as gagné la Coupe Suisse avec les moins de 16 de Servette. En 2021-2022, tu es champion suisse M16 avec Servette. En 2022-2023, champion de première ligue avec Servette M21. Donc on voit que partout où tu vas, les résultats sont là. Et donc, ça, c'est pour expliquer un petit peu donc, ton parcours et avoir une idée ben, déjà de ce que tu as pu faire en tant qu'entraîneur. Donc, première question qu'on voulait te poser, c'est concernant un leader. C'est quoi un bon leader et à quoi il ressemble? Alors, euh, le terme leader va pouvoir être interprété de différentes manières. Aujourd'hui, si on parle d'un leader au sens général du terme, je pense qu'on n'aura pas la même définition du côté football, où on va peut-être parler d'un leader sur le terrain ou d'un leader en tant qu'entraîneur. Maintenant, si on prend un leader au sens un peu générique du terme, un leader, c'est quelqu'un qui, pour moi, doit pouvoir amener les autres dans la bonne direction, ou en tout cas dans sa direction. Euh, donc, il va permettre d'inspirer les autres ou l'entourage, une équipe, ses coéquipiers, peu importe, mais va pouvoir les inspirer et puis les tirer avec lui dans une direction précise. Ça, c'est comme ça que moi, je conçois le rôle d'un leader. Tu l'as dit avant, enfin juste là brièvement, je crois, c'est ça, le leader comme entraîneur et le leader sur le terrain, donc comme joueur, si j'ai bien compris. Ouais. C'est une question qui m'avait précisément traversé l'esprit, et donc comme tu le mentionnes naturellement, je rebondis là-dessus. À quoi ça ressemble un leader, mais comme joueur, pas comme entraîneur? Et c'est intéressant Bah, d'avoir le point de vue qui est le tien, c'est-à-dire bah, comme ancien joueur et comme entraîneur actuellement. alors, le leader, pour moi, comme joueur, il peut avoir plusieurs aspects. Aujourd'hui, il y a des leaders silencieux, il y a des leaders par le travail. Donc, c'est celui qui, par son implication, par son investissement, sera peut-être très discret, mais ça peut être un leader par l'exemple, en fait. En pratique, c'est ce qu'on voit assez souvent. Il y a le leader par la personnalité, on va dire, personnalité un peu extravertie, qui est capable de communiquer avec les autres, qui est capable de se comporter un petit peu comme un entraîneur, souvent, déjà sur le terrain. Donc ça, c'est ce que j'appelle un leader. C'est peut-être c'est souvent à ces profils-là qu'on va donner un brassard de capitaine, en tout cas souvent dans les équipes de football. Mm. Euh, et puis, il y a aussi le leader par l'efficacité. On va avoir un leader par la performance. Donc là, ça va être le joueur qui fait une différence, peu importe sa position, mais un joueur vraiment qui se démarque par ses compétences, en fait. Et je pense que c'est pour moi, ouais, peut-être les trois types de leaders que je vois se démarquer le plus souvent sur un terrain de foot. Je rajoute une nouvelle couche, qui est une question qui me fascine personnellement et qui me questionne beaucoup. C'est, tu as en face de toi plusieurs types de leaders. Tu travailles dans une organisation, tu as un groupe, différentes personnalités. Ton travail, c'est aussi de comment structurer ce groupe, où placer quelle personne pour au final amener un résultat, la performance, gagner un match. Si on se concentre strictement sur les différents types, disons, de leaders que tu as formulés toi-même, comment tu les fais vivre ensemble? Comment tu les positionnes les uns par rapport aux autres? Comment comment tu structures ces différents types de leaders? Qu'est-ce que tu en fais? C'est assez large ou vague comme question, mais j'espère que tu comprends ce que j'essaie de. Non, non, je comprends bien, je comprends bien. Déjà, je pense qu'il il y a deux approches là-dedans. Il va y avoir, alors de nouveau, peut-être que certains théoriciens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. En fait, il y a deux approches. Il y a l'approche théorique, où on va dire il faut mettre tel et tel avec telle personne parce que ça doit aller ensemble. Et puis, il y a l'approche pratique. Et dans l'approche pratique, euh, je pense que c'est vraiment important de faire preuve de sensibilité et en fait, de comprendre que chaque profil est différent. Aujourd'hui, le leader par l'exemple,
il va peut-être pas avoir la même sensibilité ou la même personnalité que les leaders, par exemple, d'une autre équipe. Donc, en fait, qu'est-ce que lui est capable d'accepter ou pas? Et je pense que dans chaque contexte, avec chaque personne qu'on va avoir, on doit être capable un peu d'individualiser cette réflexion par rapport au profil avec lesquels on va travailler. Alors, c'est facile en théorie, en pratique, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension des joueurs, et pas juste une fois, parce que ce qu'aujourd'hui je vais ressentir quand je discute avec vous, peut-être que demain on fait le même entretien, et puis vous êtes dans un autre état d'esprit parce que vous avez bien ou mal dormi, et puis bah, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant. Et bah, je pense que c'est toute la beauté de la relation humaine, mais pour moi, les différents leaders entre eux, pour les faire cohabiter, je pense que c'est important de vraiment bien les identifier et d'être capable de ne pas rester figé sur des idées précises. Je pense que ce serait peut-être la plus grosse erreur à avoir. Bien entendu, quand on donne des responsabilités à quelqu'un, il faut lui donner le temps aussi de pouvoir les développer et les utiliser. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop rigide sur comment on veut les assembler parce que bah, c'est dynamique. C'est dynamique. Si pendant 3 mois, tu fais n'importe quoi, bah, peut-être que tu n'es plus un leader ou tu es un leader négatif. Ça existe aussi. Et bah, est-ce que moi, je dois continuer à t'avoir dans ce rôle ou dans l'association avec les autres? Je pense que c'est vraiment quelque chose de qui est difficile à définir clairement. Euh, mais si je dois maintenant te répondre dans le plus beau des mondes, dans l'équipe la plus idéale possible, avec des robots qui ont des profils bien définis et bien précis, Avec je te dirais, l'AI qui te… ouais, exactement. Il faudrait un leader de chaque, et pour moi, il doit y en avoir plusieurs qui doivent être définis. Comme on définit parfois plusieurs capitaines dans une équipe, pour moi, un leader, c'est pas suffisant. On vit dans un groupe qui est dynamique, où il y a une vingtaine de joueurs. La vie de groupe est bien plus importante que ce qu'on peut croire parfois de l'extérieur. Et c'est important qu'il y ait plusieurs personnes qui soient un peu des leaders d'opinion. Des gens qui arrivent, si on leur transmet des informations, qu'ils soient capables de la diffuser en fait auprès des autres. Et ça, pour moi, c'est les personnes qu'il faut identifier. Et parfois, ce n'est pas des leaders qu'on a sur le terrain. Ça peut être des joueurs qui ne commencent pas. Ça peut être des joueurs qui ont un rôle social dans l'équipe. Donc, il y a aussi d'autres rôles parfois qu'on peut avoir, mais qui vont nous permettre d'exploiter au mieux la vie d'équipe, en fait. Je suis désolé, parce que là, tu m'as démarré, sincèrement. On touche toutes les cases où moi-même, je suis très, très passionné. Je vois le temps passer, mais en même temps, j'ai des dizaines de questions qui me viennent par l'esprit que j'aurais En envie fait, de te demander. Mais je pense quelle belle réponse et qu'elle t'apporte, enfin, en se posant ces questions-là, je pense on apporte plus de subtilité à quelque chose qui peut être souvent, en effet, je pense, dans la théorie plus rigide, plus soi-disant. C'est comme ça, mais la réalité est beaucoup plus dynamique, comme tu l'as dit. C'est cet aspect de fluidité qui est super intéressant. Et je pense juste, par intérêt de la discussion, euh, c'est très intéressant, j'ai trouvé la fin. Tu as parlé de leader d'opinion. C'est un mot que j'ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant non plus dans le podcast. Des gens qui peuvent diffuser certaines idées, une certaine manière d'être qui peut-être ne jouent pas. Et je pense que ça, en fait, ça donne une autre perspective aux joueurs qui, typiquement, ont l'habitude d'être remplaçants. Je pense qu'on s'adresse à des joueurs qui jouent moins, ils sont, bah, peut-être, disons, l'habitude, c'est d'être dans un état d'esprit négatif, etc., etc. Mais on leur présente jamais la chose comme quoi, en fait, même si tu es sur le banc, tu as un rôle à jouer, un rôle qui peut être très important. Et un exemple qui me marque vraiment de l'extérieur, de nouveau, en connaissant rien, si je puis dire, c'est de manière biaisée, puisque c'est le club que je supporte, mais Arsenal, c'est Aaron Ramsdale. Quand j'observe son body language, alors même qu'il est remplaçant, et quand je lis ce que l'entraîneur dit à propos de lui, je pense qu'il correspond exactement à cette case de un leader qui peut-être est remplaçant. Forcément, il doit vivre une certaine frustration à ce fait-là, mais il a cette énergie, ce comportement très contagieux, positif, de toujours aller soutenir les autres, apporter le sourire dans le groupe. Et je pense que c'est quelque chose à mettre en lumière parce que souvent, du côté du joueur, on se concentre que sur est-ce que je joue ou je joue pas. Mais en fait, les alors, choses, elles vont plus loin. ouais, c'est ça. Alors après, je pense que c'est un bon exemple, hein, c'est un très bon exemple, mais je pense que là-dedans, si maintenant on prend le rôle de l'entraîneur dans tout ça, il y a une partie qui est essentielle parce que de nouveau, là, on est en train de parler de choses théoriques, mais après, il y a l'aspect pratique. Euh, Si on vit ça comme ça et qu'on gagne, bah forcément, tout est facile, puis ça met en valeur tout ce qu'on a dit, on va dire, ouais, c'est génial, c'est magnifique, mais on peut faire la même chose et perdre.
et puis on va dire, tiens, ça ne fonctionne pas, alors qu'il a fait la même chose. C'est pour ça que c'est dynamique et on doit être capable de s'adapter au groupe que l'on a devant nous. Mais au-dessus de ça, pour moi, le plus important, c'est qu'on se tienne en fait à notre ligne de conduite. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a décidé de donner 3 leaders ou de donner à un joueur, comme tu viens de le décrire, un rôle un petit peu de leader moins sur le terrain, mais quelqu'un qui est un leader, même par le fait de ne pas beaucoup participer à un match de foot, c'est important que ça ne change pas en fait, qu'on se maintienne et que les joueurs sentent en fait qu'il y a de l'honnêteté et qu'il y a de la transparence dans le rôle qu'on a donné. Parce qu'à la fin, de nouveau, un être humain, si on lui donne de la confiance et puis qu'en fait on la lui enlève parce qu'il y a les émotions au milieu ou parce qu'il y a des résultats qui ne nous plaisent pas, en fait là on perd la crédibilité et là c'est fini. Là on peut faire toutes les théories du monde. À la fin, un entraîneur, il vit que par la crédibilité de son groupe. Et c'est difficile, hein, de nouveau, c'est facile en théorie, mais un entraîneur, il vit par la crédibilité de son groupe. Et il est écouté par la crédibilité de son groupe. Et c'est quelque chose de très, très sensible, de dynamique, de mobile. Et si on a envie de travailler avec les êtres humains, donc de vraiment avoir une communication ouverte et régulière, ça demande beaucoup d'énergie dans la sensibilité qu'on va avoir au quotidien. Maintenant, il y a aussi d'autres manières de manager, hein. On peut aussi manager par la décision et tout le monde suit et c'est tout. Ce qui n'est pas faux non plus. De nouveau, c'est toujours une question d'équilibre. Je pense que c'est important de ne pas faire et de pas être extrémiste dans une manière de faire. Mais il faut qu'elle corresponde à ce qu'on est. J'ai une dernière question, si tu le permets aussi, Guillaume, parce qu'on a bien d'autres questions aussi. Mais c'est Franchement. vraiment spontané avec le flow de la conversation. Et je pense que c'est aussi le plaisir et la beauté d'un tel exercice. Mais j'en profite aussi pour déballer, puisque on est tous, je pense, très passionnés à certains degrés par rapport au football et toutes les thématiques qui vont avec. Tu as mentionné l'honnêteté et la transparence. J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu gères, toi, la malhonnêteté et la non-transparence dans un groupe. Une question que moi je me pose très souvent et qui me passionne à titre personnel, c'est comprendre certains types de personnalités et leur impact sur une culture, sur un environnement donné. Et typiquement, pour diverses raisons, un type de personnalité narcissique euh, me passionne beaucoup. Donc je lis beaucoup autour de ça. J'essaie de comprendre comment, quelque part, une personnalité plus narcissique va impacter un groupe. Et voilà, on peut parler des heures, mais certainement, il y a des personnalités qui tendent plus vers une forme de non-transparence, si je puis dire, tout en devant, oui, rester, pardon, éthique et juste les uns avec les autres, pour ne pas dénigrer personne. Mais donc, je pense que tu as compris ce que j'essaie de dire Ouais. par là. Comment est-ce que tu gères? Comment tu vis? Comment tu gères? Comment tu contres? Comment tu Alors, gères cette malhonnêteté, cette non, mais ouais, non-transparence? c'est un bon exemple. De nouveau, quand on est entraîneur, on doit accepter qu'il y a 20 joueurs. Il n'y aura jamais 20 joueurs contents. Ça, c'est une évidence et c'est la seule chose qui est sûre comme entraîneur, c'est qu'on peut avoir 20 joueurs qui acceptent nos choix, mais on ne peut pas avoir 20 joueurs qui soient contents de leur situation. C'est pas possible. Ou alors, c'est des joueurs qui n'aiment pas forcément le foot. Celui qui commence pas, qui n'a pas envie d'être sur le terrain, c'est un autre problème. Mais euh, dans tout ça, c'est important, je trouve, de pouvoir donner un cadre en fait qui soit défini en avance aux joueurs. Donc, il y a un cadre grand mais rigide dans lequel les joueurs doivent pouvoir se déplacer. Et dans ce cadre, on doit être capable aussi en tant qu'entraîneur d'accepter les personnalités de chacun. De nouveau, ces personnalités, elles doivent permettre de vivre dans ce cadre qui est censé être un cadre qui permet de faire de la performance. Et si une personnalité qui peut être parfois atypique est dans ce cadre, mais qu'elle joue avec les angles de ce cadre, mais qu'elle reste à l'intérieur, tant que ça n'influe pas négativement sur le groupe, moi personnellement, je ne vois pas où est le problème. Et tant que la personne est performante aussi. Maintenant, si on sent que la personne commence à sortir de ce cadre, là, c'est important en tant qu'entraîneur de pouvoir voilà, aller discuter avec la personne, essayer de comprendre et d'essayer de la ramener à l'intérieur de ce cadre. Si une personne commence par son comportement à influer négativement sur les autres joueurs, qui commencent eux aussi à sortir de ce cadre, là aussi, je pense que c'est des moyens, c'est des alertes, en fait, c'est des garde-fous qui vont mettre une limite à, à certains comportements. Mais encore une fois, tout le monde fonctionne différemment, hein. Donc, ce que je dis là, c'est pas une chose où je dis c'est comme ça et c'est tout. Mais je pense que si on veut travailler avec les êtres humains et accepter leur personnalité, on doit être capable de vraiment tout accepter
pour autant que ça n'influe pas négativement sur la performance d'un groupe. Au final, c'est pour moi la chose la plus importante. Et là, si ça commence à influer négativement dans la performance d'un groupe, bah là, c'est clair, on va devoir changer de casquette. L'entraîneur social qui discute avec tout le monde, qui cherche à comprendre, à accompagner, bah, il va devoir aussi trancher. Et à un moment donné, c'est la responsabilité de l'entraîneur de trancher dans l'objectif d'une performance. Mhm. Mais ça, c'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que ben, cette histoire de cadre, en fait, comme tu dis, il y a plusieurs cas dans le professionnel. Ben, Jason parle souvent d'Arsenal, mais où justement, c'est Arteta, il est arrivé, il a mis des choses en place, il y a un cadre, il y a des règles à respecter. Si le joueur sort de ce cadre, et il y a eu des exemples, ancien capitaine, c'était Aubameyang ou Lacazette, ils sont sortis du cadre, ils sont partis du club. Et il y a d'autres clubs, par exemple, voilà, si moi je connais un petit peu, c'est Manchester United, où il y a eu aussi des cas un peu sensibles, euh, où certains joueurs sont sortis du cadre, mais derrière, il n'y a pas eu ces mêmes sanctions. On va dire que l'entraîneur n'a pas réussi à faire respecter le cadre, mais le joueur n'a pas eu de sanction par rapport à ça. En fait, c'est comme on avait accepté qu'il sorte du cadre. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on peut perdre justement un peu le vestiaire, où si tu respectes le cadre, peu importe le statut du joueur, le reste du groupe va certainement continuer de suivre et va comprendre. Ouais. Mais si tu respectes pas ça, et ben là, tu peux perdre ton vestiaire. Ouais. Là, je suis d'accord, je pense que c'est un bon exemple. Après, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a déjà, à nouveau, est-ce que les gars qui sont sortis de ce cadre ont influé négativement sur le groupe? C'est-à-dire, si à un moment donné, les autres commencent à les rejeter, ces leaders, et que ça devient compliqué, je pense qu'il faut sévir. Maintenant, peut-être que parfois, les joueurs super talentueux qui faisaient des différences en faisant peut-être n'importe quoi dans le comportement, bah, à la fin, c'est le monde professionnel. C'est encore une autre analyse que par rapport à un niveau peut-être amateur ou alors avec des jeunes, où on est dans la formation et dans l'éducation. Et aujourd'hui, si tu as un joueur qui te marque 4 buts par match, mais qui fait n'importe quoi avec son comportement, comment tu réagis? Bah, de nouveau, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre le moment où ça commence vraiment à impacter négativement le groupe. Quel est le milieu en fait qui va être adapté? Et je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux. C'est de la sensibilité et c'est là où est-ce qu'on met le curseur dans les priorités. Et est-ce que la priorité, c'est le résultat coûte que coûte? Est-ce que c'est le résultat par le groupe ou est-ce que c'est bah, moi, mon ego, mais de nouveau, qui peut être positif, hein, moi, mes limites que j'ai décidé de mettre et je dis non, il est sorti de mes limites, il n'existe plus. Ça, Mhm. c'est très, très différent. Personnellement, je suis pas, j'aime essayer de comprendre comment fonctionnent les gens et de pas dire que c'est moi parce que moi j'ai dit que il a pas accepté ça, alors stop. Non, il n'y a pas que ça. Par contre, c'est clair qu'il y a des limites à pas dépasser, évidemment. Mais, mais oui, c'est quelque chose qui dépend beaucoup du contexte, je pense aussi dans lequel on évolue. Et je pense que tu l'as dit aussi, qui est une question absolument casse-tête, certainement. Tu dis ça dépend aussi de ta sensibilité. Et c'est là où je pense que tu te démarques en tant qu'entraîneur par rapport à d'autres entraîneurs, toi ou n'importe quel autre entraîneur, n'importe quel employé dans n'importe quelle organisation. C'est quelle sensibilité j'ai et comment je sais utiliser ma sensibilité comme un outil pour guider des décisions euh, le plus juste possible. Et c'est là où la différence, à mon avis, se fait entre des gens qui arrivent à un certain niveau et d'autres pas. Et en même temps, c'est tellement compliqué parce que comment parler de ce sujet quelque part? Comment trouver un fil rouge dans cette brume, si je puis dire, si Et instinctive? c'est vrai, c'est un sujet très, très particulier, très sensible, pour reprendre cette thématique, dans le sens où certains vont te dire non, non, il ne faut pas de sensibilité, ça doit être clair, ça doit être net, ça doit être rigide. Euh, Personnellement, je pense être quelqu'un qui a une bonne sensibilité, qui ressent plutôt bien ce que ressentent les gens, qui arrive à comprendre ce que ressentent les gens. Je fais preuve d'empathie, j'essaie de comprendre ça. Maintenant, cette sensibilité, elle prend aussi beaucoup d'énergie. Et à la fin, de nouveau, il faut trouver le juste milieu entre dépenser toute son énergie dans la sensibilité ou à un moment donné, on doit, quand on travaille avec cette sensibilité, mettre aussi des limites jusqu'où on est prêt à aller avec cette sensibilité. À un moment donné, bah, avec tout le respect pour les êtres humains, on fait un job social, mais on n'est pas des travailleurs sociaux. Ou peut-être on a d'autres priorités avant ça. Donc en fait, de nouveau, c'est le groupe qui doit primer, le groupe doit passer avant le reste. Et pour certains, et dans certains contextes, encore une fois,
la performance dans le monde professionnel, peut-être qu'Arsenal, la performance passe avant le reste. Donc, de Hmm. nouveau, c'est le contexte qui doit être pris en compte, je pense, pour vraiment avoir un avis là-dessus. Mais, de nouveau, c'est toujours une question d'équilibre. Si on fait que avec la sensibilité, on va s'épuiser, puis à un moment donné, on va perdre aussi le sens des réalités. Et elle doit être utilisée, elle doit être là, mais avec parcimonie, puis avec, j'ai envie de dire, une limite aussi où on doit être capable de se protéger et de ne pas vivre qu'avec ça. Hmm. Vraiment, je pense qu'on pourrait faire encore 15 épisodes de 2 heures sur ces thématiques, tellement il y a de choses à dire et à explorer, parce que c'est un sacré voyage quand même. Mais merci pour toutes ces réponses, je pense, qui sont extrêmement intéressantes et à travers lesquelles on peut beaucoup apprendre. Maintenant, je suggère de reprendre un peu le fil rouge de nos questions, Guillaume. Le temps avance, donc je commence avec une question très très large, un peu bateau, mais quand même intéressante, enfin cruciale, j'ai envie de dire. Mais oui, tu mentionnes la chance par rapport au succès. Évidemment, on peut pas nier, je pense, ce facteur. Mais pas que. C'est quoi la recette pour gagner? Et là, je vais être un tout petit peu plus précis. C'est quoi les notions clés, comme un puzzle, qu'il faudrait assembler ensemble d'une certaine manière pour donner un outcome souhaité? Donc, une performance à un certain degré, gagner des matchs, etc., etc. Alors, si je pouvais donner une réponse comme ça spontanément, je pense que je serais le meilleur des entraîneurs pour les 40 prochaines années, parce que ça veut dire que j'aurais la fameuse formule magique que tout le monde cherche et qui n'est pas applicable. Maintenant, non, pour revenir un peu plus peut-être à cette réalité, alors c'est clair, je pense qu'il n'y a aucune réponse, parce que chaque contexte est différent et ce serait trop facile de pouvoir répondre comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a une notion sur laquelle personnellement, je mets beaucoup d'attention, euh, c'est c'est les valeurs en fait que va avoir un groupe. Donc en fait, c'est de pouvoir gagner. Je pense sur la petite expérience que j'ai et sur ce qu'on regarde un petit peu aussi dans le plus haut niveau duquel on doit s'inspirer parce que c'est ce qui se fait de mieux, euh, que la notion de groupe est quelque chose qui revient tout le temps. Donc c'est rarement un individu qui gagne, c'est souvent le groupe qui gagne. Donc cette notion d'esprit d'équipe, de collectif, de mentalité d'équipe, de soutien par le collectif dans les moments de difficulté et l'aspect humain avec des valeurs fortes en fait, où il y a des valeurs sur lesquelles on doit s'appuyer et qui doivent être, pour moi, c'est aussi une forme de leadership. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de leadership, il y a plusieurs types de leadership. Par les valeurs, c'en est un. Et par les valeurs, je pense qu'en fait, ça donne des bons fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour travailler. Et de nouveau, dans le bien et dans le moins bien. Mais l'important, c'est d'avoir quelque chose sur lequel on s'appuie, en fait. Parce que le risque, quand tout va bien, c'est que les résultats cachent un petit peu la réalité. Et le jour où ça ne va pas, on se rend compte que peut-être il n'y a pas de fondamentaux en dessous. Et l'idée de pouvoir construire des fondamentaux en termes de valeur avant l'aspect sport, avant l'aspect terrain et technico-tactique, est pour moi un aspect très important pour pouvoir ambitionner à performer et à avoir des résultats positifs. C'est très intéressant à nouveau. Donc là, tu as parlé, voilà, tu as dit quand ça va bien, ben, c'est clair, c'est plus facile. Le groupe peut-être vit bien, vit mieux. Mais après aussi parfois quand ça va pas, ou notamment aussi, comme on a déjà parlé un petit peu avant, les joueurs qui jouent moins, qui jouent pas. C'est aussi peut-être ces joueurs-là qui peuvent euh, poser des problèmes parce qu'ils sont peut-être dans un état d'esprit un peu plus négatif. Et je me rappelle, on avait fait un épisode avec Michel Pont maintenant il y a quelques temps, où il nous avait vraiment mis en avant l'importance des remplaçants. Qui en fait, il disait vraiment les joueurs qui jouent. Alors oui, tu as besoin de t'en occuper, mais en fin de compte, t'as pas trop besoin de t'en occuper parce qu'ils sont là, ils sont sur le terrain, ils sont motivés, ils sont heureux, ils sont contents. Le plus important, c'est de s'occuper de ceux qui jouent pas, ceux ouais, qui sont mis de côté, qui s'entraînent tous les jours, mais qui au final ne jouent pas le week-end, qui donc peut-être ne comprennent pas pourquoi, qui sont au bout d'un moment, il y a un peu d'énervement, etc. Donc je voulais te demander, en fait, toi, comment tu gères les joueurs qui jouent pas, les joueurs qui jouent moins, qui sont dans cet état d'esprit peut-être un peu plus négatif, pour justement pas les perdre et puis pour pas qu'ils impactent le groupe. Alors, il y a deux manières pour moi de le faire. Personnellement, j'aime bien que
de nouveau, encore une fois, j'aime l'aspect humain, donc j'aime bien que les gens qui pourraient être déçus comprennent pourquoi on a fait certains choix. Euh, c'est important. Dernièrement, bah, j'ai utilisé cette métaphore-là avec mon groupe en disant euh, j'analyse le joueur, pas la personne. J'ai entendu Ancelotti dire ça, je trouve ça très intéressant. C'est une analyse sur le joueur, pas sur la personne. Le jugement se fait sur le joueur et la décision sur le joueur, pas sur la personne. Et l'idée, c'est que le joueur, qu'il accepte ou pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, qu'il comprenne quelle a été la réflexion et surtout qu'il y a eu une réflexion. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi important, que le joueur qui ne commence pas comprenne pourquoi il n'a pas commencé. Principalement avec des jeunes, je pense que c'est encore plus important. Maintenant, on doit aussi être capable de ne pas toujours se justifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on entre dans la surjustification, Mm. on va aussi donner malgré tout une ouverture ou une forme un petit peu de fragilité ou comme une faiblesse dans laquelle les joueurs pourraient plonger. Et je pense que c'est là où il faut faire attention. C'est important, je pense, que les gens comprennent. Je pense qu'il y a des moments pour qu'ils comprennent. Peut-être que ce n'est pas le jour du match, ce sera peut-être en début de semaine suivante ou avant que le match démarre pour que le joueur comprenne son rôle, mais pas le jour du match, parce qu'il y a beaucoup d'émotions le jour du match. Et, et ouais, je pense que principalement, c'est comme ça que je l'aborderai. Parfois, c'est utile de l'expliquer pour certains joueurs, parce que peut-être ça se répète, peut-être que certains ont des profils où ils ont besoin de comprendre, et ça nous permet d'aller de l'avant différemment avec eux. Mais pour d'autres, parfois, il ne faut pas se justifier, parce que peut-être que certains profils, si on entre là-dedans, on va entrer dans quelque chose de négatif dans la gestion du groupe. Donc, encore une fois, ma première intention, ce serait de faire comprendre. Maintenant, il faut être capable de ressentir quand est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce qu'il faut aussi que le joueur accepte simplement les choix du coach tels qu'ils sont. Et c'est la vie d'un groupe également. Et ça doit être aussi du côté du joueur une compétence de pouvoir faire réfléchir l'entraîneur par la performance sans tout le temps entrer dans la justification de l'accompagnement, prendre sous le bras. C'est important, mais pas tout le temps. Mm. Intéressant. Euh, Il y a une autre, je pense qu'on a souvent l'habitude d'ailleurs, on lit des livres, on pose des questions. Les questions, c'est toujours, c'est quoi la clé du succès? C'est quoi ce côté beau, grandiose, performance, machin truc? Mais ce qui est ignoré et ce qui est le plus dur, c'est au final, c'est le revers de la médaille, c'est le chaos, c'est l'échec, c'est la défaite, c'est ce qui fait mal. Et la question, elle tourne autour de la gestion du conflit. C'est notre prochaine question. Mais juste avant d'aborder un exemple de conflit avec un joueur peut-être que tu as déjà vécu ou entre d'autres joueurs que tu as dû gérer et nous raconter un moment comme ça, je commence de manière plus large, assez spontanément, j'ai en tête une citation d'un entrepreneur britannique que j'aime beaucoup, que je suis énormément, qui a dit il y a des années en arrière que pour qu'il réussisse dans son business, il essaye principalement et très 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 principalement, il fait son maximum pour surtout et avant tout éviter les erreurs que les autres ont l'habitude de faire ou d'éviter les pièges dans lesquels les gens ont l'habitude de tomber. Et il disait, si vous arrivez à éviter ces pièges-là, vous allez bien réussir. Mais tout l'enjeu, c'est quelque part d'éviter donc ces pièges. Et je lis ces pièges à ce chaos, cet échec, cette défaite, ce côté sombre, cette tempête qui peut nous prendre. Donc, comment gérer le chaos en quelques mots? C'est de nouveau une question très très vaste, mais tu me comprends. Euh, comment gérer le chaos? Je pense que, encore une fois, euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des fondamentaux clairs dans comment on veut vivre et gérer avec un groupe. En fait, ces fondamentaux vont permettre de toujours pouvoir rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de valeurs fortes, par exemple d'avoir un leadership basé sur les valeurs, où là, c'est les valeurs qui vont être un petit peu le moteur en fait de notre fonctionnement. Donc, quand ça va bien, on va s'appuyer dessus, et quand ça va pas bien, on va s'appuyer dessus. Et de nouveau, il faut vraiment y croire, dur comme fer. Tout à l'heure, on parlait de force de conviction pour De Zerbi. Alors, bien entendu qu'il y a aussi des convictions terrain, mais dans l'aspect de la gestion d'équipe, dans l'aspect humain, il y a des valeurs sur lesquelles on doit vraiment y croire dur comme fer. Sinon, on a le risque d'entrer dans le chaos, comme tu le décrivais. Et le chaos, pour moi, dès le moment où il y a le chaos, c'est trop tard. Donc, en fait, on peut vivre un moment difficile, on peut vivre des échecs, mais si on a une base sur laquelle on est appuyé, si on a des fondamentaux de valeurs sur lesquels on est appuyé, on pourra toujours rebondir sur quelque chose de fort auquel on croit et qui, à la fin, nous permet aussi d'avoir une expérience utile
avec ses valeurs ou malgré la situation négative, en fait. Dernièrement, on a une situation avec l'équipe nationale moins 17 où on n'a pas atteint un objectif qu'on s'était fixé. Oui, bah, à la fin, je pense que si on n'avait pas de valeurs fortes, ça aurait été le chaos. Maintenant, on s'est appuyé sur des valeurs fortes, on rebondit là-dessus, bah, on reste là-dessus et c'est tout en fait. Et je pense qu'à la fin, il y a aussi un sentiment d'appartenance avec ça de la part des gens autour. Le pire, c'est de ne pas avoir d'appartenance, mais ces valeurs en donnent une. Mhm. Ouais, moi j'aime beaucoup ta façon de parler de ça. Au final, on revient. Au final, les valeurs, les fondamentaux, c'est vraiment les bases de la structure qui fait que tu vas pouvoir tenir. Et c'est comme, bah, je sais pas, même si on prend dans la vie de tous les jours, la base, c'est la santé. Si notre santé, elle est pas bien, elle est pas solide, ben, ça va être dur de performer ben, au travail ou d'être bien dans la vie sociale, etc. Et je trouve que c'est vraiment important. Peut-être parfois on oublie à quel point ces bases, elles peuvent faire la différence sur la durée. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour moi le. Bah, de nouveau, chacun fonctionnera différemment. Pour moi, c'est un moteur sur lequel moi j'ai besoin de ça pour Mhm. avancer en fait. Et de nouveau, c'est pas simple, mais on doit y croire dur comme fer pour que ça devienne quelque chose vraiment de fort et un vrai soutien, peu importe ce qu'on vit. À la fin, alors bien entendu, quand on gagne, c'est toujours plus facile, les gens vont toujours avoir un sourire, on va toujours se rappeler de la victoire, mais il y a aussi énormément, et tout le monde le vit, peu importe le niveau, d'expériences positives dans le sport, où ce qu'on retient, c'est la relation qu'on a eue avec les gens, la relation humaine, comment on a travaillé, ce qu'on a vécu, et c'est peut-être parfois ce qui reste le plus longtemps et ce qui est le plus profond que simplement une victoire en fait. Pour moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des résultats positifs dans des expériences passées. Maintenant, je rencontre aussi encore des joueurs que j'ai eus dans des expériences qui étaient positives, mais sans succès sportif. Et aujourd'hui, ces joueurs, bah, peut-être même qu'ils sont encore plus contents de me croiser que ceux avec qui j'ai eu un succès. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement le succès qui va définir la valeur d'un travail et la valeur d'une vie de groupe, en fait. La force des convictions, comme tu disais au Ouais, début. à force des convictions. Mhm. Exactement. Donc, cette gestion du conflit, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir gérer un conflit entre toi et un autre joueur, par exemple, toi et un autre entraîneur? C'est assez croustillant comme question. Ou alors, tout aussi croustillant, mais un peu moins, parce qu'on parle plus de toi là, enfin oui, mais d'un point de vue extérieur, de devoir gérer un conflit entre des joueurs, donc un peu plus à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience, si tu en as vécu une comme ça? Alors, évidemment que c'est arrivé. Je pense que si ça arrive pas à l'entraîneur, il y a des questions à se poser. C'est qu'on n'est pas souvent dans le vestiaire, donc on voit pas trop ce qui s'y passe. Donc oui, c'est clair, des conflits, il y en a plein. Ça fait partie de la vie d'un groupe. Je pense que c'est quelque chose de normal. Maintenant, ce qui est important, c'est euh, quel type de conflit on va voir. Et puis, comment on est exposé par rapport à ce conflit en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est un conflit où c'est un joueur qui est venu nous parler, nous dire qu'il n'est pas content pour quelque chose, et puis on peut discuter tranquillement avec lui de façon posée, ou est-ce que ce qui arrive souvent, ce qui peut aussi arriver, pardon, souvent, bah, d'un coup, il y a des émotions qui sont là au milieu, et puis c'est pendant un entraînement, pendant qu'il y a un effort, pendant un match, où c'est devant les autres et il y a une exposition par rapport à ce conflit-là. Et je pense que le contexte est totalement différent parce qu'il y a un moment donné où on va être exposé devant tout le groupe avec une attente de réaction et un test un petit peu des limites jusqu'où peuvent aller les joueurs. Et dans l'autre contexte où on est en seul à seul avec le joueur, ça n'empêche pas qu'il peut aussi avoir un test d'une manière un peu différente, mais on va pouvoir prendre le temps d'y réfléchir différemment. Encore une fois, ces conflits, euh, pour moi, c'est important de toujours pouvoir répondre aux joueurs, d'avoir une ligne de conduite. Donc, d'assumer les choix qu'on fait. Il peut ne pas être d'accord, mais il doit comprendre qu'en fait, nous, on a une décision qui est là parce qu'on a un raisonnement derrière, parce que c'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, je te donne un exemple. Euh, Toi, Jason, tu vas jouer et Guillaume ne va pas jouer parce que je pense que Jason a été beaucoup plus performant que Guillaume cette semaine. Peut-être que Guillaume n'est pas d'accord, mais c'est comme ça que moi, j'ai décidé. Et je pense que là-dessus, il y a encore autre chose qui va venir s'ajouter. Donc là, je complique un petit peu la situation. C'est dans quel contexte on est. Est-ce qu'on travaille avec des jeunes? Est-ce qu'on Mhm. travaille avec des adultes? Est-ce qu'on travaille avec des professionnels? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, par rapport à ça, c'est toujours le contexte qui va nous donner un petit peu la réalité qu'on va vivre. Mais je pense que dans une gestion de conflit, c'est important de pouvoir on doit être capable de pouvoir se protéger
mais en même temps de répondre à la personne clairement, qu'elle soit d'accord ou pas, en fait. Euh, Certains te diront que la réponse, c'est comme ça et c'est tout. Pourquoi je joue pas? Bah, c'est comme ça, c'est tout. Certains n'ont pas envie de justifier. De nouveau, il ne faut pas entrer dans la surjustification. Mhm. Mais il y a un contexte qu'il faut prendre en compte et parfois, ça peut être opportun aussi d'avoir une discussion qui permet aux joueurs de s'améliorer et puis de pouvoir avancer. Je pense que tout dépend de comment le conflit est né. Est-ce que c'est un conflit vraiment problématique ou est-ce que c'est un désaccord? Je pense que c'est pas la même chose. Et moi, j'aimerais même aller peut-être encore aller plus loin, vu que tu parles de contexte, mais parfois aussi, ça va aussi dépendre à quel joueur tu t'adresses. Et c'est aussi lié à la prochaine question. Une des clés du management, c'est la communication. Là, on en a parlé un petit peu. Et on en avait parlé aussi avec toi, où tu nous avais dit que pour toi, il faut trouver le canal de communication. Tu avais mentionné ce terme qui nous avait bien beaucoup marqué. Et pour nous, c'est un peu l'art du management. Et la question, c'était de savoir en fait comment quoi communiquer en face d'un joueur. Ça veut dire que certains joueurs vont recevoir tu vas dire tu vas faire passer un message à ton groupe. Certains joueurs vont l'interpréter d'une telle manière et d'autres d'une autre manière. Ou là, dans le cas d'un conflit, tu es en face d'un joueur, peut-être qu'avec X joueur, tu vas devoir lui dire ça, et avec l'autre, tu vas peut-être devoir lui dire autre chose pour que le message soit compris et transmis comme toi tu le souhaites. Comment tu fais pour savoir quoi dire aux joueurs? Alors, c'est là où la sensibilité dont on parlait tout à l'heure entre en lice. Elle va prendre beaucoup d'énergie, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime en fait, d'être capable, comme on le discutait en off, de pouvoir trouver le bon canal de communication avec un joueur pour lui transmettre des informations. À la fin, notre rôle d'entraîneur, c'est de pouvoir accompagner les joueurs à être le plus performant possible, individuellement et collectivement. Donc, plus on trouve le bon canal de communication avec un joueur pour pouvoir lui transmettre des informations qu'il va pouvoir tout de suite emmagasiner comme nous, on l'aimerait, donc qu'il les comprenne vraiment qu'il soit sur la même longueur d'onde que nous en tant qu'entraîneur, plus le joueur va pouvoir certainement progresser et en tout cas pouvoir appliquer ce que nous on attend pour être le plus performant possible. Et là, euh, certains te diront qu'il y a plein de tests qu'on peut faire individuels avec des joueurs pour reconnaître la personnalité, etc. Ça, c'est en théorie et c'est dans une entreprise quand il y a le temps de le faire. La vérité, c'est que dans un vestiaire, c'est beaucoup plus dynamique. Il n'y a pas le temps de pouvoir faire tous ces tests-là. Et surtout, de nouveau, les gens évoluent. On ne sait pas s'ils répondent honnêtement, pas honnêtement. Donc, la vérité, c'est qu'en fait, on doit être capable un petit peu de comprendre quel est le joueur qui a besoin qu'on lui parle tranquillement en le prenant par l'épaule. Quel est le joueur qui a besoin qu'on se mette derrière lui et qu'on le pousse pour aller de l'avant et quel est le joueur qui a besoin qu'on se mette devant lui pour le confronter un petit peu à des situations plus tendues, pour qu'il vienne vers nous, pour le tirer dans la direction où on veut aller. Et je pense que par rapport à ça, euh, déjà de un, ça va tout le temps changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nouveau, toi, tu auras une humeur qui ne sera pas la même que demain, mais à force, les personnalités des gens restent quand même plus ou moins les mêmes. Donc peut-être que toi, tu as besoin que pour te stimuler, j'ai besoin de te parler devant tout le groupe. Parce que pour toi, ça te touche que tout le monde entende ce qu'il y a autour. Peut-être que Jason, si je fais la même chose, il va se décomposer devant tout le groupe. Et il va être au contraire contre moi parce qu'il n'a pas aimé que je parle devant tout le groupe. De nouveau, on ne fera pas toujours juste, mais je pense que certains profils, dans certains moments, euh, peuvent mieux répondre à nos attentes si on les confronte dans le bon contexte à ce qu'on aimerait qu'ils vivent. Mhm. C'est peut-être aussi justement là qu'on voit vraiment un bon leader, un bon entraîneur, de savoir quelle manière tu dois utiliser pour faire passer le message. C'est une compétence et une qualité à avoir. Ah, totalement. Et je pense que c'est aussi la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, toi, pour prendre un exemple concret, tu as besoin que je te dise les choses devant tout le groupe pour que ça te touche. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, j'en ai marre d'être gentil avec toi devant tout le groupe, de te dire gentiment. Peut-être qu'en fait, tu as besoin qu'on te rentre dedans. Pourtant, tu es la même personne que hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais au bout d'un moment, on l'a fait, ça ne fonctionne pas. Il faut aussi jouer un peu avec le bâton, la carotte, en fait. Ouais, Et ouais. peut-être qu'à un moment donné, tu as besoin qu'on te secoue d'une autre manière. Et je pense que de nouveau, il n'y a pas quelque chose de fixe et de figé, mais bah, c'est toute la beauté en fait de la relation humaine et de la communication, mais c'est toute la difficulté aussi, c'est que bah, le canal de communication évolue tout le temps. Et notre job, c'est de chercher le bon canal, mais à la fin,
c'est un émetteur et un récepteur. Le récepteur, il a aussi besoin, lui, d'ouvrir son canal. Sinon, Mhm. c'est compliqué. Ça ne peut pas venir que d'un sens. Mhm. Mais cette relation, elle se crée. Elle se crée par la crédibilité, elle se crée par les compétences terrain, par les compétences humaines, par de nombreuses choses. Mais ouais, ça doit venir des deux côtés. Mais en tant qu'entraîneur, on a la responsabilité de déclencher ça, ou en tout cas de provoquer la discussion sur ce canal, ou en tout cas le fait de pouvoir l'identifier le mieux possible. C'est super intéressant parce que je pense qu'on touche à l'art, je veux pas dire ultime, mais l'art presque ultime de la vie qui est tellement compliqué, c'est la constante fluctuation. En fait, cette sensibilité dont tu parles, c'est quelque part, et ce contexte auquel tu reviens toujours, ça fait référence, à mon sens, toujours à la capacité de s'adapter. Et s'adapter veut dire continuellement changer quelque part, mais tout en gardant certains éléments qui changeront peut-être très peu, mais d'autres changeront beaucoup. Tu parles de la personnalité, et je pense, tu l'as très bien dit, au final, oui, on a une humeur différente, on vit des différents cycles, des phases. Quelque chose peut t'arriver et tu vis une période difficile ou au contraire une période très, très, très positive. Mais dans cette image qui à la fois peut changer, il y a aussi des caractéristiques de l'ordre de la personnalité qui, je pense, comme tu l'as dit, avec le temps, on voit qu'il y a certains patterns qui restent quand même fixes chez toi, chez Guillaume, chez moi, et qui sont innés à notre personnalité. Et c'est vraiment comme on jonglait quelque part avec ces éléments qui restent fixes et les éléments qui en fait ne restent pas fixes. Euh, Moi, la question qui me vient assez spontanément, parce que j'ai l'impression qu'on heurte un mur à ce degré-là, tellement c'est complexe comme question, mais c'est, de nouveau, la réponse parfaite n'existera pas. Mais ça m'intéresse de challenger là-dessus un petit peu. Tu parles souvent donc de la sensibilité. Comment toi tu nourris, comment toi tu construis, comment toi tu te retrouves avec ta propre sensibilité et tu l'utilises comme outil. Parce que c'est vrai qu'on arrive à un certain stade où on essaye d'enseigner aux gens le management, comment gérer des gens, comment gérer un groupe, comment se gérer soi-même, etc. Mais on revient toujours donc à cette notion de sensibilité de soi. J'utilise ce truc, ce flair au fond de moi pour me guider dans ce contexte qui contient des éléments fixes et des éléments pas fixes. Toi, cette sensibilité-là, qui est une qualité complètement innée et totalement unique et qui varie en degrés pour tout le monde, comment tu en prends soin? Comment tu la développes? Comment? C'est une question, je veux bien comprendre, qui est extrêmement difficile à répondre, euh, mais je veux te challenger là-dessus parce qu'on a tellement tourné autour de ça aujourd'hui euh, que ça me démange de te la poser. Écoute, on va essayer d'y répondre, en tout cas de mon point de vue. Euh, de nouveau, je pense que c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Je pense que chacun est différent. D'autres vont avoir aussi beaucoup de sensibilité, mais là, ils vont la démontrer d'une autre manière. Euh, pour moi, cette sensibilité, je la nourris par le contact humain. C'est-à-dire que plus j'ai de contact humain avec les gens, plus on prend l'habitude de côtoyer, de comprendre, de faire face à des réactions, de faire face à des états d'âme, à des états d'esprit, à des humeurs différentes. Plus on peut comprendre comment fonctionne l'être humain. Encore une fois, on ne doit pas être extrême lorsqu'on l'applique avec un groupe. Moi, je le répète, c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de ça que c'est que ça, parce que ce serait complètement faux de se baser que là-dessus. Mais plus on a de contacts humains, plus on va pouvoir comprendre comment fonctionnent les gens. Euh, Aujourd'hui, moi, cette sensibilité, je l'entretiens, pour prendre des exemples concrets avec mon groupe, par des small talk avec les joueurs, par des petites discussions, par des petites choses, par une discussion plus profonde, parfois des discussions plus formelles, parfois des discussions totalement en dehors du contexte du football. Aujourd'hui, bah voilà, je vis avec un groupe, je suis parti avec l'équipe nationale la semaine dernière. Bah, je vais aller à la table, je vais parler à un joueur devant les autres, lui faire une petite blague. Je vais voir comment il y réagit. Alors, ce n'est pas mon but quand je vais lui en parler, mais je vais ressentir comment il réagit. Est-ce qu'il est mal à l'aise? Est-ce que je rigole avec lui devant les autres? Est-ce qu'il me répond, puis il me renvoie une vanne et il montre une autre forme de réaction? Toutes ces petites choses-là, en fait, font qu'on va apprendre à connaître les gens. Et mieux on les connaît, plus, je pense, on va pouvoir être capable de trouver le bon canal de communication avec eux. Et ça,
c'est un côté aussi, au final, on fait un métier en tant qu'entraîneur qui est un métier complètement humain. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à travailler avec des gens qu'on doit accompagner, qu'on doit parfois peut-être motiver, qu'on doit accompagner dans leur motivation et pour lesquels on doit être capable aussi de gérer des déceptions. Donc, il n'y a rien de plus humain que le métier d'entraîneur, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est personnel, mais je ne vois pas comment on peut travailler avec l'humain sans apprendre à le connaître. Et Mhm. apprendre à le connaître, à la fin, ça passe par 1000 possibilités. Et ça aussi, c'est hyper dynamique. Mais voilà, il faut apprendre à connaître l'humain si on veut pouvoir lui transmettre des informations ou ouvrir un canal de communication. En tout cas, le plus juste possible. Hmm. Merci pour ces... Brillante réponse, je trouve. Bri- c'est le Ah ouais, champagne aujourd'hui, franchement, c'est le caviar. Quel épisode. Euh, Quelle discussion, waouh. Ouais. Mais encore une fois, je le répète, parce qu'il y a d'autres exemples. Peut-être que demain, vous allez inviter un autre entraîneur qui va vous dire non, non, mais moi, je ne prends pas le temps de discuter avec les gens. J'ai pas le temps, en fait. De nouveau, Mhm. moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les jeunes. Donc, travailler avec les jeunes, c'est pas comme travailler avec des professionnels. La durée de vie, peut-être qu'un entraîneur, on lui dit, tu as un mois pour faire tes preuves. Dans un mois, sinon, tu es loin. Donc, lui, il n'a Mhm. pas peut-être le même temps pour pouvoir faire ces choses-là où il n'a pas forcément, dans l'ordre des priorités, c'est peut-être pas sa première priorité. De nouveau, toute une question de contexte. Maintenant, sur comme moi j'ai vécu mes dernières années d'entraîneur, c'est là-dessus que j'ai pu mettre un accent et sur lequel j'ai aimé mettre cet accent. Et Je pense qu'avec, j'allais dire, je pense avec Jason, ça nous parle. En tout cas, moi, personnellement, ça me parle parce que je suis pas entraîneur là maintenant, mais je fonctionnerai comme toi, je pense. Enfin, professionnellement parlant, je suis aussi un peu dans le social et je sais que c'est comme ça que je veux fonctionner et que je fonctionne, c'est-à-dire la relation humaine. Comme tu dis, si tu connais pas les gens, tu peux pas les gérer, tu peux pas savoir comment parler avec eux. En fait, c'est pour ça que tout ce que tu dis, moi, ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est aussi comme ça que je vois les choses. Mais comme tu dis, bien sûr c'est pas la seule réponse possible. Il y a bien sûr plein d'autres possibilités, mais. Ouais. Mais après, je pense que là-dessus aussi, l'entraîneur doit être capable de très vite switcher en fait. C'est-à-dire que de nouveau, là, comme on le décrit, si quelqu'un débarque, ne connaît pas du tout le métier d'entraîneur et il entend ça, il va dire, ouais, ok, donc il faut prendre le temps, il faut se mettre, il faut écouter la sensibilité, etc. Non, bah, ça va bien plus vite sur un terrain de Mhm. foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye de faire ça, ça se passe mal, on nous rentre dedans, il faut réagir vite. Peut-être que d'un coup, il faut retourner sa veste et puis non, on passe avec le bâton. Et puis, il faut mettre des limites claires et puis communiquer par des limites ou de nouveau redéfinir le cadre très clairement ou le rappeler son existence en fait. Mhm. Donc, il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique où là, il faut être capable de jongler avec plein de casquettes différentes. Et on a beau avoir une sensibilité, ma sensibilité à moi, c'est la casquette où il y a la relation humaine. Maintenant, à côté de moi, j'ai plusieurs casquettes que je dois pouvoir vite mettre et utiliser de nouveau pour maintenir la performance de Mhm. l'équipe. Ouais, pas pour aller plus loin, parce que de nouveau, le temps file, donc, et on a Ouais, encore on quelques attend, on autres attend. questions, mais je pense que, pour, de nouveau, je pense que la discussion est sincèrement très riche, donc merci à toi de te livrer ainsi et de pouvoir discuter comme ça, mais toute cette discussion par rapport à parler de la sensibilité, comment la développer, comment la nourrir, comment la travailler, elle me fait écho aussi à une question, je pense, fondamentale, qui revient à cette histoire de personnalité, et là j'ouvre un peu des portes qui ouvrent un monde très 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 vaste. Mais la question que j'aurais tendance à me poser, c'est où est ou quelle est l'importance de la volonté là-dedans? Et ça fait écho de nouveau à cette référence à certains types de personnalités qui, on sait à travers la recherche, présentent certaines caractéristiques, peut-être moins d'empathie. Certains disent même une volonté de moins s'engager dans quelque chose de type de l'empathie. Donc voilà, un autre élément, je pense, à ajouter dans tout ce bagage incroyable de discussion, c'est quelle est l'importance de la volonté? Parce que je pense que à t'écouter, je doute pas une seconde que tu as la volonté justement de pratiquer cette forme de management, de vouloir utiliser ta sensibilité. Donc la volonté, elle est là fondamentalement, mais peut-être pas nécessairement avec tout le monde, dans différents contextes, blablabla. Et ça fait aussi écho, je pense, tu as employé le mot empathie qui est totalement lié à cette sensibilité, je pense. Peut-être deux manières de dire la même chose quelque part. Ça me fait écho à cette théorie de l'intelligence émotionnelle par Daniel Goleman qui a été formulée, où selon lui, c'est un art qui est capable, qu'on peut enseigner aux gens. Et c'est, je pense, toute la beauté
C'est une question très très vaste. Toute la beauté de la question et la difficulté, est-ce qu'on peut vraiment l'enseigner ou pas? Quelle est la volonté des gens de vouloir apprendre ça ou pas? Etc. etc. Mais en tout cas, merci pour... Et je pense que par rapport à ça, sur ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a la volonté d'apprendre une chose, mais de nouveau, c'est qu'est-ce qu'on est ou quelle est notre personnalité en fait. À la fin, je pense que plus on va fonctionner en adéquation avec ce qu'on est et ce à quoi on croit, plus on va transmettre des messages et être performant. Et c'est pour ça que, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de coller à ce qu'on est, de correspondre à ce qu'on est, parce que sur la longueur, sinon, notre message, il va pas pouvoir être cohérent. Et à la fin, encore une fois, on perd la crédibilité. Et une fois qu'on a perdu la crédibilité, c'est trop tard. Donc, je Mm. pense qu'il faut vraiment qu'on reste sur une ligne de conduite qui correspond à notre personnalité. Et si on a cette sensibilité pour euh, la relation humaine, il faut l'exploiter. Si on l'a pas, bah, peut-être qu'il faut se pencher un petit peu dessus parce qu'elle est importante, mais on a peut-être d'autres compétences qui sont très développées. Et je pense qu'avec ça, aujourd'hui, il y a plein d'exemples dans le monde professionnel, hein. Encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux, donc il faut s'en inspirer. Certains sont très, très durs quand on entend des commentaires sur certains entraîneurs à succès aussi, hein. Mm. Je pense à Conte, je pense à des entraîneurs comme ça. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils ont aussi eu des bons résultats, mais de nouveau, avec des axes sur lesquels ils ont mis le curseur de façon plus prononcée sur d'autres aspects. Donc, il n'y a pas de juste ou de faux, mais il faut que ça corresponde à ce qu'on est. Magnifique. Petite conclusion sur ce petit chapitre sur la sensibilité. Guillaume, Exactement. je te Oui, vois te lancer, donc oui, bon, on va dire on a encore, allez, peut-être trois questions avant de pouvoir faire les questions de Ceci, pas de souci. fermeture. Pas de souci. Euh, Là, on avait une question, c'est concernant les théories de match. Et même, on va peut-être prendre ouais, la théorie d'avant-match ou la théorie de mi-temps. Ou souvent, alors oui, il y a l'aspect qui est lié au terrain, à l'aspect tactique qu'on va mettre en place pour les matchs, etc. Mais il y a tout l'aspect motivation. Comment réussir à motiver les joueurs, à les tenir prêts, à sortir le meilleur d'eux pour qu'ils performent sur le terrain. Et là encore, on a eu des exemples. Encore une fois, on va reparler d'Arsenal hein, parce qu'il y avait eu la série sur Amazon d'Arsenal où on voyait justement à quel point il est fort pour ça, où à chaque fois il avait des idées de comment il peut toucher les joueurs en fonction du match du jour. Et on voulait savoir, toi, comment tu prépares une théorie d'avant-match sur le plan de la motivation et comment tu sais qu'est-ce qu'il faut dire aux joueurs à ce moment-là? Alors, j'avoue passer beaucoup de temps à réfléchir à ma théorie d'avant-match. J'y passe beaucoup de temps parce qu'en fait, elle est courte. C'est clair qu'aujourd'hui, on le sait, il y a assez d'études qui l'ont montré. Je pense que si on se met à parler 45 minutes aux joueurs, ça rassure l'entraîneur, mais ça n'a pas l'effet qu'on aimerait. Mhm. Donc, elle est très courte. Pour moi, elle dure peut-être environ 10 minutes, ce qui est déjà beaucoup. Mais je prends beaucoup de temps à préparer ces 10 minutes. Dans ces 10 minutes, il y a un aspect euh, football, donc technico-tactique, où on va donner, peut-être rappeler principalement certaines stratégies, parce qu'en général, on les a déjà préparées durant la semaine, mais c'est un rappel. Et l'aspect motivationnel, je pense que c'est là où je passe le plus de temps à réfléchir. C'est qu'en fait, il y a un aspect spontané sur le moment. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Parce que de nouveau, plus je crois à ce que je vais transmettre, plus ça vient de moi, plus les joueurs vont le prendre. Mais il y a aussi parfois certains aspects où je me dis, tiens, bah, ce groupe, on sait qu'il a plus ou moins cette capacité ou cette difficulté. Euh, Comment est-ce que je peux l'amener? Comment est-ce que je peux l'aborder, en fait, là-dessus? Donc, j'y réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, quand j'arrive à ma théorie, en fait, ça va être très spontané. Donc, j'y ai beaucoup réfléchi, mais paradoxalement, je vais peut-être pas du tout utiliser ce que j'ai préparé ou ce à quoi j'ai réfléchi. C'est-à-dire que cette réflexion m'aura permis de me faire plein de films dans ma tête. Et à la fin, OK, bah, j'ai une minute, il faut que je synthétise. Bah, qu'est-ce qui vient spontanément? Et c'est le côté spontané qui va sortir. Euh, J'aime essayer de pouvoir donner encore une forme de motivation dans la théorie d'avant-match. Je pense que c'est un des derniers moments en tant qu'entraîneur où on peut encore toucher les joueurs avant le match, même si c'est très court. Et je pense que cet aspect-là, c'est un, c'est aussi une forme de jeu en fait avec les joueurs, de se dire tiens, est-ce qu'on arrive encore à les pousser encore un coup? Et ça doit toujours être adapté aussi à l'équipe que l'on a. Si on a une équipe qui est dans une belle dynamique, si on a une équipe où tout se passe bien, où les joueurs prennent un peu le relais,
Il y a des équipes avec lesquelles on va devoir un peu plus pousser, d'autres avec lesquelles peut-être un peu moins, où on devra plus les accompagner. Euh, mais je pense que ça doit être spontané et ça doit être honnête. Aujourd'hui, si on fait toujours la même chose, en fait, ça va devenir banal, ça va devenir ennuyant et en fait, ça ne va pas surprendre. Je pense que l'aspect un petit peu de surprise ou le fait d'utiliser des mots forts qui interpellent, les joueurs vont y accorder de l'attention. Et le jeu, il est là-dessus pour moi dans une théorie. Même si, à nouveau, la théorie, c'est un dernier rappel avant le match. Mais il y a toute la semaine de travail Mhm. et Bien qu'elle sûr. a avant, hein, qui va déjà avoir un impact sur ce qui va se passer sur le week-end. La prochaine question, c'est comment toi, tu te prépares mentalement pour un match? On entend beaucoup parler de la préparation mentale des joueurs, bien évidemment. Je pense qu'on oublie totalement une préparation qui est si fondamentale, celle de l'entraîneur. Euh, En off, tu avais employé des mots comme se connaître, s'écouter, se reposer, anticiper, et tu aimes te sentir prêt. Maintenant, voilà, raconte-nous un peu plus en détail comment, toi, vis-à-vis de toi-même, dans ta bulle, tu te prépares pour aller performer, toi aussi. C'est un sujet qui est toujours un petit peu tabou parce qu'on ne parle jamais de l'entraîneur. L'entraîneur est toujours souvent seul au monde et pas Hmm. forcément. Il y a peu de références sur lesquelles on peut s'appuyer dans le rôle d'un entraîneur par rapport à tout ceci dans la préparation d'une compétition. À titre personnel, moi, j'aime être préparé. C'est-à-dire que j'aime avoir bien travaillé la semaine. J'aime arriver au match en disant, OK, j'ai déjà abordé tout ce que je voulais aborder avec les joueurs. Maintenant, j'aime arriver à un match aussi, à être dans ma bulle, à être reposé, à arriver avec les idées les plus fraîches possibles. Euh, il y a un petit peu ce côté aussi transformation. En fait, il y a des moments où je switch un petit peu en mode entraîneur, compétition, et puis après, ce qu'il y a autour, en fait, ne me touche plus beaucoup. Donc, le jour du match, souvent, euh, il va y avoir des petits moments où j'ai besoin de complètement me changer les idées, dire n'importe quoi, rigoler, déconner un peu. Et en fait, il y a des moments où je vais pas être très ouvert, on va pouvoir peu me parler parce que je suis déjà dans ma bulle. Et en fait, c'est l'impatience d'arriver à l'événement. À titre personnel, l'attente est pour moi très longue. C'est Hmm. pour moi le moment le plus dur, en fait. L'attente pour la compétition. Mais après, une fois que j'y suis, c'est là où je m'éclate et là, je suis content. Donc, l'attente est un moment compliqué à titre personnel. J'ai envie d'y être, j'ai envie d'en découdre en fait, lorsqu'on a une compétition ou un événement important. Et ça m'amène à une question peut-être encore plus personnelle, quelque part, mais je pense fondamentale, qui m'est traversé l'esprit en discutant avec Guillaume. Mais au final, je pense une compétence qui est importante de nouveau dans n'importe quel domaine, même à titre privé, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'il faut connaître de soi-même, dans ton cas pour être un bon entraîneur, pour performer dans ton job, dans ton rôle, mais qu'est-ce que tu dois bien connaître de toi-même qui te permet donc d'être un bon entraîneur? Je pense qu'il faut être capable de connaître sa personnalité. Connaître sa personnalité, par personnalité, j'entends euh, quels sont nos traits de caractère, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, positif ou négatif pour moi-même ou pour le groupe ou l'équipe avec laquelle je travaille. Et une fois qu'on a su identifier ça, je pense qu'il ne faut pas changer sa personnalité ou changer ce qu'on est. Encore une fois, c'est important de rester ce qu'on est, mais peut-être de pouvoir canaliser les choses pour les exploiter au mieux. Je pense que de vouloir changer, ce n'est pas possible. Maintenant, de pouvoir... Chaque trait de personnalité va avoir un côté positif et un côté négatif. Maintenant, c'est de pouvoir essayer d'exploiter ce trait de personnalité-là le plus positivement possible. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est en constante évolution. C'est quelque chose qui est très, très personnel. C'est quelque chose qui est facile en théorie, mais en pratique, bah, ce n'est pas toujours simple. Mais je pense que de se connaître, bah, oui, ça permet de se dire, savoir comment on réagit dans certains contextes, de se dire, tiens, bah, je sais que dans ce contexte-là, j'aurais envie de faire ça, mais ce n'est pas le moment de faire ça. Je vais utiliser ça autrement. Et je pense que ça peut être quelque chose d'utile dans nos réactions qu'on peut avoir avec les joueurs. Mais je pense que ça vient par l'expérience. L'expérience, elle est infinie et elle évolue pendant toutes les années qui avancent. Mais il n'y a que la pratique qui
peut nous permettre de le faire. Aujourd'hui, on peut faire des réflexions sur nous-mêmes, on peut faire des aspects théoriques, s'asseoir, écrire sur une feuille, etc. Oui, c'est des super exercices, mais à la fin, il n'y a que la pratique qui nous fait dire comment on réagit vraiment aux situations qu'on va vivre. Et l'expérience de vie, bah, chacun en a une totalement différente, plus ou moins facile. Et je pense que là-dedans, on apprend à se connaître aussi. Hmm. Vas-y, Non, Guillaume. mais ouais, non, merci. Moi, de nouveau, ça me parle énormément. Au final, c'est ouais, c'est la conscience de soi, en fait. C'est de savoir vraiment qui on est. Alors après, pour moi, oui, il y a la pratique, mais il y a quand même, c'est un travail, en fait, à faire sur nous. C'est du temps à prendre aussi pour soi, pour s'écouter, pour se découvrir, et je pense que souvent, on prend pas assez ce temps parfois avec soi, on va dire, pour vraiment savoir qui on est. Et c'est pour ça que je pense que ça fait partie quand même d'un travail à faire sur soi. Alors oui, il y a l'expérience, mais il y a de l'entraînement, on va dire aussi. Ouais. Moi, je suis d'accord. Le mental, c'est comme comme le corps, comme les compétences techniques ou autres. Ça se travaille, hein. Ça, c'est clair et net. Mm. Maintenant, comme tu le dis, on prend pas toujours assez le temps de le faire. Je pense qu'il faut le prendre. Euh, J'essaie de le faire personnellement. Je pense que je peux le faire encore plus ou encore plus régulièrement. Mais oui, c'est un élément qui est important, voire même essentiel en fait, pour son bien-être déjà à soi. Parce qu'on oublie vite, encore une fois, le rôle d'entraîneur. Et encore, je ne suis pas entraîneur dans les hautes sphères où il y a une exposition médiatique qui est bien plus conséquente et bien plus importante. Mais pour moi, c'est une question d'investissement. Aujourd'hui, on peut entraîner avec tout le respect en troisième ligue et être tout aussi impliqué que si on entraîne dans un niveau élite ou avec une équipe nationale. Aujourd'hui, je n'ai pas changé ma manière de m'impliquer par l'évolution de mes expériences d'entraîneur. J'ai la même implication depuis le tout début. Donc pour moi, ça change rien. C'est la pression qu'on va se mettre à soi-même. C'est pour ça que c'est important aussi d'être capable de se connaître, de se protéger aussi euh, et de s'écouter en fait. Mm. De s'écouter, ce qui est peut-être le plus dur. Et je lirai à ce que tu dis, Guillaume. Je pense attribuer, il y a le temps de la pratique, l'expérience, qui je pense est quand même le test ultime de comment je vais vivre et réagir à donc ce que j'expérimente. Mais de l'autre côté, ce que tu soulignais, c'est ce temps d'observation quelque part. Cette phase de se comprendre, s'observer et ensuite connaître, développer son savoir de soi-même et ensuite qu'est-ce que j'en fais, quelle stratégie je mets en place, etc., etc. Euh, voilà. Euh, Moi, je pense que Jason, si ça va pour toi, on peut attaquer les petites questions de fermeture qu'on a ouais. toujours. Donc là, le but, c'est peut-être un peu à l'inverse de ce qu'on a fait durant tout le podcast où tu as pu t'ouvrir, développer tes réponses. Là, on essaie d'avoir des réponses assez courtes, en un mot, deux mots, très spontanées. Euh, donc voilà, Jason, je te laisse commencer. Luigi, qui est ta plus grande source d'inspiration? Alors, j'en ai pas une. En fait, je pompe de tout ce que je peux pomper autour de moi. Donc, j'ai envie de te dire les êtres humains en général. Waouh. Première fois qu'on a une réponse comme ça, hein. Belle réponse. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? De ne pas devoir se défaire pour entrer dans un cadre, de rester soi-même, tout en s'acceptant, sans vouloir changer pour plaire aux autres. Qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme? Beaucoup de valeurs, beaucoup d'amis, beaucoup de sourires, beaucoup d'expériences de vie positives et négatives, et au final, et surtout, beaucoup de plaisir, en fait. Quel est ou quels sont les secrets du succès selon toi? Euh, des valeurs fortes, l'esprit de groupe, de compétition et le sentiment d'appartenance, en fait. D'appartenance, quand on parle de football, en tout cas, le sentiment d'appartenance est pour moi un élément important dans la motivation. Quel conseil donnerais-tu à Luigi qui a 15 ans? Mhm.
calme, arrête de prendre tout à l'excès. Et pour terminer, en une phrase, quel est le message que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage sur Python Football? Je pense que lorsqu'on fait les choses avec beaucoup de passion, lorsqu'on fait les choses avec beaucoup de passion, on va être capable de pouvoir les transmettre. Et plus on va pouvoir les transmettre autour de nous, plus on prendra de plaisir dans ce qu'on va faire au quotidien. Et ça, peu importe le rôle, en fait, qu'on va avoir dans le cadre du football, par exemple.